On va faire une petite présentation. Voilà, venez mesdames s'il vous plaît, parce que après il va être hyper tard. On a des trucs hyper importants à vous dire sur le sourire en général. Donc voilà, donc d'abord merci à tous d'être venus, c'est très sympa, on est très contents. Je vous présente donc Carla qui est dentiste au rez-de-chaussée, ici moi je suis au premier, le centre MIA, vous commencez à connaître. Et on voulait, donc aujourd'hui on a fait un petit brunch sur le sourire, le rôle du sourire, avec plusieurs paramètres dans le sourire, hein, en termes de représentativité du sourire. On va avoir évidemment une importance particulière pour la cavité buccale, hein, l'intérieur de la bouche, les dents, et d'où évidemment la participation très sympathique de Carla pour vous présenter un petit peu l'importance des dents dans le sourire, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement, qu'est-ce qu'on peut envisager comme analyse, aussi bien au niveau occlusif qu'au niveau esthétique. Je vais laisser la parole à Carla, et puis après moi je parlerai un petit peu évidemment de tout ce qu'il y a autour de la bouche une fois qu'on a traité l'intérieur, c'est-à-dire des lèvres et un peu de la région péri-buccale, pour vous expliquer comment on peut aussi contribuer à avoir un beau sourire, puisque ces deux actions sont forcément complémentaires et synergiques. Voilà. Donc Carla, bienvenue, merci d'être venue. Donc il y a José qui est là aussi, qui travaille avec Carla, José Léal, le docteur Léal qui est là avec nous, et c'est Carla qui prend la parole aujourd'hui. Mais la prochaine fois, ce sera José. Ah oui. Bon, merci. Voilà, Carla, je te laisse faire ta petite présentation. S'il y a besoin, je suis à côté, je peux intervenir. Merci Et puis on aura Claire aussi, hein, bien sûr, on aura Claire Rassia qui est là, que certains maintenant commencent à bien connaître au centre MIA, qui est micronutritionniste, qui travaille avec nous et qui vous parlera aussi voilà, le rôle de l'haleine, puisqu'on est sur la cavité buccale. On pensait que ça pouvait être intéressant de parler au niveau micronutritionnel, pour l'intervention de Claire, de l'importance du rôle du microbiote dans l'haleine buccale. Voilà, donc c'est Claire qui va nous faire un petit topo tout à l'heure là-dessus. Voilà. Et pour l'instant, voilà, on t'écoute, Carla. Merci beaucoup à tous d'avoir venu. Donc, moi je vais parler de la sourire, l'importance de la sourire. Bon, les dents, comme vous savez, c'est un organe dans notre corps, mais il va suivre un processus de usure et avec le temps. Donc, il y a certains facteurs qui vont accélérer ou ralentir ce processus. Donc, dans cette présentation, je vais parler de le vieillissement de les dents, les problèmes courants qui peuvent arriver à les dents et qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir cette souci. Donc, quels sont les facteurs de risque pour, bien sûr, les tabacs? C'est pas un bon ami à nous, les tabacs, donc ça va faire beaucoup de mal dans les dents. On a aussi des problèmes de reflux et gastro-intestinal qui peuvent attaquer aussi par rapport à l'acidité à les dents. On a les médicaments qui c'est aussi un facteur de risque, les mauvais hygiènes et le grincement des dents. Donc, les signes de vieillissement qu'on peut voir, c'est l'ossure des dents, l'érosion, les problèmes parodontaux dans la gencive quand on perd d'os, l'absence de dents et les taches. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà à la maison, pour entretenir votre dent, il faut brosser les dents 3 fois par jour, idéalement. Il faut passer le fil dentaire. On a aussi des jets d'eau. Ça, c'est un complément de le fil dentaire. Il faut avoir une bonne diète équilibrée aussi. Chez nous, chez les dentistes, il faut nous voir 1 ou 2 fois par an et pour faire le détartrage des bilans. Donc, quand on fait le détartrage et on fait un aéropolissage et le détartrage, on va passer de cette situation à celui-là. Si ça ne suffit pas, le détartrage pour avoir un bon sourire, on va peut-être commencer à avoir un peu dans les territoires de l'esthétique dentaire. Donc, qu'est-ce que c'est un blanchiment des dents? Le blanchiment des dents, on va éclaircir l'émail et la dentine grâce à un gel de peroxyde d'hydrogène ou de carbamide. Donc, c'est très important de faire des blanchiments, de faire un bilan bucco-dentaire chez les dentistes pour être sûr qu'on n'a pas de caries, on n'a pas de faiblesse d'émail, on n'a pas de grosses sensibilités ou des problèmes de gencives, on n'en fume pas beaucoup. Parce que ça, c'est des contre-indications pour le blanchiment. Des blanchiments, c'est surtout indiqué quand on a des taches dans les dents ou des changements de couleur. On a une petite question, Carla. Est-ce que le blanchiment, ça s'adresse à tous les types d'âge ou est-ce que
tu peux, je sais pas, est-ce que tu as une limite d'âge pour faire le On ne blanchiment? fera jamais des blanchiments chez les enfants, c'est interdit. Normalement, c'est quand les croissances est déjà fini, on pourra commencer à le faire, mais il faut valorer vraiment nos fauteuils, si c'est possible ou non. Parce que des fois, si les dents ils sont très fissurées, on va peut-être donner beaucoup de sensibilité, donc ce ne sera pas une bonne idée. Toujours, il faut faire un bilan d'abord. D'accord. Donc, une fois qu'on est en train de faire des blanchiments de dents, et on a une liste des aliments interdits, parce que sinon, ça peut poser des problèmes. Et moi, je le dis à mes patients qu'il faut faire de diète blanche. Donc, fais attention avec des boissons colorées, des aliments colorés aussi, type fruits rouges, les légumes colorés, surtout les sauces. Des fois, on a des choses qu'on ne pense pas, mais c'est aussi des problèmes, par exemple, des rouges à lèvres. Donc, des fois, ça peut tacher les dents si on est en train de faire des blanchiments. Ou par exemple, des dentifrices qui sont colorés. Ça ne fera rien de faire un blanchiment si notre dentifrice est le blue marine. On peut avoir une catastrophe. Donc, après, quand on fait... Alors, question, c'est des dentifrices qu'on peut trouver dans le... Quel type de dentifrice Quand on fait un blanchiment, des dentifrices habituels qu'on utilise, mais qui n'a pas doit être blanche. D'accord. Donc, quand on fait un blanchiment, on va passer de cette situation à celui-là, on va éclaircir les dents et ça va donner la luminosité dans la sourire, donc normalement, on va améliorer l'esthétique dentaire. Des petits conseils pour que les blanchiments qu'on vient de faire, ça va durer dans le temps. Alors, on va visiter le dentiste, ça c'est important pour refaire la suite. Après, quand on boit des cafés ou des thés, c'est bien de rincer la bouche ou boire un peu de l'eau pour au moins atténuer un peu l'acidité. Et éviter de fumer, arrêter de fumer. Et faire attention à les aliments boissons colorés, que ça dure en temps de blanchiment. Oui. Donc, très important, la Commission européenne nous interdit d'utiliser des produits très agressifs. Donc, il ne faut pas dépasser dans les 6% les produits parce que sinon on peut avoir des gros effets mauvais dans les dents. On peut avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup de problèmes. Donc, il faut maintenir dans ce pourcentage. Et ce qui est utilisé chez les dentistes, de toute façon, c'est réglementé sur ce pourcentage-là, oui, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, d'erreurs fréquentes qu'on essaie de faire à la maison pour éclaircir les dents et qu'on peut avoir un gros problème. Dans les grandes surfaces, on peut avoir des dentifrices qui sont cosmétiques. Ça ne va jamais blanchir les dents, ça va peut-être éclaircir un petit peu. Des fois, les pourcentages, ce n'est pas assez pour éclaircir. Donc, le problème, c'est que les brosses à dents en charbon, les bicarbonates, les mélanges de bicarbonate, citron, des choses comme ça, nous, on n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que les grains, c'est super dur et ça va commencer à éroder les mains. Donc, dans un premier temps, peut-être on va penser qu'on va avoir les dents un peu plus claires, mais avec le temps, on va éroder les mains, on va laisser passer la deuxième couche de les dents, que c'est la dentine, que c'est jeune, et on peut avoir des gros problèmes de sensibilité, des gros problèmes de dents. Donc, c'est pas une bonne idée. Les barres à sourire, que maintenant c'est un peu la mode, pareil, ils utilisent des matériaux que c'est pas... Les lames sont très... Il va déshydrater les dents. Les produits, des fois, sont très agressifs. Donc, ça peut chauffer les dents, ça peut causer des nécroses. Et après, on peut avoir des gros soucis, type dents à dévitaliser ou choses comme ça. Donc, il faut faire attention. Et pour le blanchiment des dents, on me demande combien de temps ça dure comme traitement? Des blanchiments. Alors, ça dépend un peu des habitudes des patients. Si c'est un patient qui fume beaucoup, peut-être c'est pas une bonne idée de faire un blanchiment parce que dans les dents, ça va pas durer. Si c'est un patient qui fait une habitude normale, s'il fume, il fume pas beaucoup, peut-être ça peut durer 5 ans, 5 ans, c'est les moyens à peu près. Okay. Donc, il y a certains cas qu'on ne peut pas faire un blanchiment pour améliorer la sourire. Comme, par exemple, quand on a un diastème, ça on appelle quand il y a une séparation entre les dents. Quand on a un petit dent à côté des autres, des taches qui sont bien à l'intérieur de les dents, type antibiotiques, et ou quand on a une usure des dents. Ça, même si on fait un blanchiment, on ne va pas améliorer la sourire. Donc, ça, on pourra faire deux facettes pour avoir un meilleur sourire. Qu'est-ce que c'est une facette? C'est comme moi je l'appelle comme un lentille en céramique qu'on va coller sur la surface de les dents et qui va améliorer beaucoup la sourire. Donc, dans quel cas on peut faire, c'est indiqué de faire des facettes. Quand on a une coloration de dents différente, quand on a une forme à corriger, mais légère, pas beaucoup, sinon il faut passer... Ça c'est la malposition, pardon. Ça sinon il faut passer chez l'orthodontiste, mais s'il y a une petite malposition, on pourra faire des facettes pour améliorer. Ou la forme des dents. Si les dents sont trop petites, on change un petit peu la forme s'il y a un manque de dents. Donc, contre-indication, normalement, c'est les bruxismes. On va parler après qu'est-ce que c'est les bruxismes.
on ne pourra pas les faire. Aussi, on a un important paire de mains parce que la facette ne va pas bien coller sur la dentine. La facette dentaire, pareil, ça s'adresse à partir de quel âge? Les facettes, jamais chez les enfants. Et il n'y a pas beaucoup d'âge. Il faut vraiment voir les cas pour étudier si c'est possible ou non. Parce Chez un ado, tu peux un adolescent, il peut le un faire. adolescent, ça dépend de son problématique. Par exemple, si c'est un problème qu'il a une toute petite microdent, comme celui-là, ici. Comme celui-là. Si c'est un adolescent qui vient comme ça, peut-être on pourra envisager avoir, parce que son croissance est déjà finie, donc c'est pas un dent lait ni rien. Des fois, ça arrive qu'il y ait un petit dent lait ou un petit dent micro-dent qu'on appelle, et ça, il va pas changer son sourire, donc là, oui. Ok. Donc, quand on va commencer à faire un travail de facettes, c'est très important de faire une étude esthétique. On prend des photos, on peut faire même un WhatsApp, un mock-up qu'on appelle. Et on va faire le dessin de les dents en cire et on va transporter ces dessins dans la bouche. Comme ça, le patient, sans savoir comment c'est le travail, va déjà voir son sourire pour voir s'il nous valide ou non, ou il faut faire quelque chose avant de commencer. Une fois qu'il nous valide le dessin qu'on a fait, on pourra déjà commencer à travailler sur les facettes. Donc, par exemple, un cas réel, cette patiente elle est venue avec un ossure de dents. Ils sont très très sucés. Et la partie avec les dents beaucoup plus lourdes et voilà, un sourire, un joli sourire, beaucoup plus homogène. Par exemple, c'est cas pareil. Les dents, il a des séparations dans les dents, il a des petits dents. Donc, c'est une chose que même si on travaille avec le traitement orthodontique, cette petite dent, on ne pourra rien faire. Donc, pareil, les facettes, c'est une très bonne solution pour cette patiente. Quel conseil il faut faire à la maison quand on a des facettes dans la bouche? Donc, il faut nous voir 1 ou 2 fois par an pour faire la suite des contrôles. Il faut bien brosser les dents, passer les fils dentaires, pareil. Ça, c'est très important pour que les facettes, ça va durer dans le temps. Donc, autre prothèse qu'on peut faire. Quand la facette, c'est pas possible parce que les dents, c'est vraiment érodé, on va pouvoir poser une couronne. Si on a des manques de dents, on va pouvoir poser des implants, des bridges, ça dépend des cas. Et des inlays. Des inlays, c'est comme un plomage qu'on va faire à les laboratoires. Ça va être en blanc, ça va être très esthétique, ça va être très hermétiquement fermé, donc ça protège bien les dents. Et ça améliore la sourire parce que quand on rigole, on ne voit pas le métal qu'on voyait à l'époque. Donc c'est une très bonne solution quand on a des caries entre les dents. C'est fait en quelle matière, l'inlay? L'inlay, ça peut faire en résine ou ça peut faire en céramique. Ça dépend un peu de l'antagonisme. On va dire l'antagonisme, c'est les dents qu'on a en bas qui va contacter par rapport à l'érosion. Donc, qu'est-ce que c'est le bruxisme? Le bruxisme, c'est un parafonction involontaire de la mandibule, on appelle ça les grincements des dents. Donc, pourquoi on peut avoir le bruxisme? Bon, maintenant, on a beaucoup de stress dans la vie. Donc, ça, c'est un facteur de risque qui va nous donner le bruxisme. On a des mauvaises habitudes. On peut avoir des maladies dégénératives qui peuvent causer le bruxisme, type sclérose en plaques. Et les troubles de sommeil aussi, certaines malocclusions dentaires. Et des maladies parentales, les maladies de la gencive. Quand on perd d'os, on peut donner aussi des bruxismes. Donc, quels symptômes on peut avoir quand on a un bruxisme? On peut avoir une inflammation des gencives. Ça, attention, parce que ce n'est pas uniquement lié à les bruxismes, on peut avoir des autres choses. Donc, on peut avoir une sensibilité dans les dents. On peut avoir des douleurs à la mâchoire, à la tête, l'insomnie. On peut avoir aussi une tension crânio-faciale. Ça, c'est des images typiques de bruxisme. Les dents, ils vont être très très érodées. Donc, on va perdre la dimension normalement qu'il y a ici. Donc, la dimension qu'il y a là. Avec le bruxisme, comme on va faire les dents beaucoup plus petits, ça va éroder. Et après, voilà, ça va nous donner l'impression d'avoir vieilli beaucoup plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, les dentistes, on peut s'occuper bien sûr de la réhabilitation esthétique si le cas il est déjà parti très loin. Sinon, on peut mettre des gouttières pour protéger les dents et au moins que l'érosion, voilà, c'est pas si grave. Mais il faut travailler en équipe. Donc, il faut qu'on faut avoir voilà, les aides de Dr Marolies parce que c'est très important que les médecins esthétiques puissent pouvoir faire des piqûres
des botox pour pouvoir paralyser un petit peu le muscle qui c'est le causant de ce bruxisme. Il faut aussi travailler avec les kinés parce qu'il va pouvoir faire des massages décontracturants qui va pouvoir nous aider. Donc c'est très important justement la prise en charge du patient. Avec plusieurs intervenants. Oui, c'est ça. Par exemple, ça ne sert à rien de faire un joli sourire si la lèvre de le patient, c'est pas bien. Bon, c'est le moment de la parole de Dr Maulies. Oui, tout à fait. Ça, c'est un patient de, par exemple, réel. Et on avait réalité son bouche, il n'a pas de dents du tout. Donc, on a fait avec des implants au sourire. La sourire, c'est joli, mais malheureusement, sa lèvre, elle est très asymétrique. Donc, voilà, on pourra avoir amélioré ça. Avec tout ce qu'on va parler. Donc, merci beaucoup. Merci Carla, merci beaucoup. Carla. Merci, c'était super. Donc voilà, l'importance du sourire, des dents, des dentistes pour la prise en charge du sourire. Donc on était vraiment en intrabuccal. Et puis la fin de l'exposé qui insiste très bien sur la prise en charge pluridisciplinaire. Alors moi je vais vous parler évidemment de la bouche aussi, des lèvres. Mais au-delà de ça, on a bien vu par l'exemple du bruxisme ou des problèmes d'occlusion ou d'asymétrie faciale, que tout ça était très plurifactoriel et qu'on va avoir besoin de traiter non pas uniquement la cavité buccale, mais de traiter le patient dans sa globalité. Et c'est surtout ça le message aussi qu'on essaye de faire passer ici. C'est qu'on va être dans une prise en charge globale du patient. On va avoir besoin de psychopraticiens, d'hypnopraticiens, d'améliorer le sommeil, de diminuer le mal-être, de diminuer le stress, de venir aussi en aide de manière plus technique par l'intermédiaire des dentistes ou de la médecine esthétique, morphologique. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus focalisé sur la bouche, après ce qui se passe à l'extérieur, voilà, enfin à l'intérieur, pardon, on va parler de l'anatomie des lèvres et je vais vous faire un petit topo donc sur les possibilités qu'on a en médecine esthétique d'améliorer la cavité, enfin plutôt les lèvres et la région autour des lèvres, autour de la bouche. On ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques et trop longues aujourd'hui parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est assez qui peut être assez complexe quand on va notamment aborder tous les problèmes liés au profil, où on peut intervenir aussi, mais on ne va pas faire des cours d'anatomie très compliqués, on va essayer de rester voilà, relativement didactique, mais accessible à tous. Donc voilà, l'anatomie des lèvres en médecine esthétique, vous voyez que c'est assez complexe. On a plusieurs régions dans les lèvres, entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, donc souvent des choses qu'on connaît bien, les commissures, le vermillon, on va avoir ici l'arc de Cupidon, le philtrum qui est au-dessus, qui est la région qui rejoint le nez jusqu'à la lèvre supérieure, et on va pouvoir nous essayer d'agir sur ces différents paramètres parce qu'ils sont tous importants pour essayer d'améliorer un sourire ou avoir un sourire encore plus joli. Donc la bouche, les lèvres, la lèvre blanche, la lèvre blanche, puis ensuite la lèvre rouge. Dans la lèvre rouge, on va avoir aussi une lèvre rouge sèche et une lèvre rouge humide. Et donc nous, on va prendre tout ça en considération. L'arc de Cupidon au niveau central, le rapport entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Alors en fonction des tendances culturelles, ethniques, on a des rapports qui sont différents, on a des attentes qui sont différentes aussi. Par exemple. Alors on peut se fier un petit peu à un rapport un peu qui est théorique. On dit qu'on a à peu près 1,6 entre l'importance de la lèvre supérieure par rapport à la lèvre inférieure. Donc on a besoin d'une tenue de la lèvre inférieure pour que ce soit joli. Mais les dernières tendances sont plutôt à vouloir regalber la lèvre supérieure et à diminuer un peu ce rapport, plus aux alentours de parfois de 1, 1,2, 1,3. Donc bien sûr, tout ça va dépendre aussi de la taille de la bouche. Donc la taille de la bouche, on va l'apprécier dans la globalité du visage. C'est un petit peu plus technique, donc là on voit à peu près la taille de la bouche par rapport à la globalité du visage, notamment dans le plan frontal. On va apprécier ça parce qu'on a des grandes bouches,
qu'on va pas traiter de la même manière que des plus petites bouches. Et on a aussi pareil là des objectifs de traitement qui vont être différents, adaptés à chaque patiente en fonction de son âge, de son milieu socioculturel et des tendances de la mode. Hein. On va avoir des bouches qui vont, certaines patientes qui vont vouloir des bouches plus proéminentes que d'autres, surtout ces derniers temps. Hein, on a quand même à peu près 30% de nos consultations qui tournent autour d'une volonté d'injecter les lèvres. Hein, donc c'est quand même beaucoup. J'ai une question. Oui. On me demande si on fait par exemple un travail de facettes. Est-ce que ça modifie la bouche ou pas ou... Alors les facettes, est-ce que ça change au niveau de ce qu'on aura nous à faire? Oui, de temps en temps oui, hein, je pense. Je vais sous contrôle de mes confrères dentistes. De temps en temps, les facettes allongent un petit peu hein, le bord de la dent, et donc on va avoir une modification de la taille des dents. Et donc forcément on va essayer d'adapter après. Alors évidemment on a tendance de manière assez logique hein, à traiter d'abord l'intérieur de la cavité buccale avec ce que nous a expliqué Carla tout à l'heure, ou des fois les orthodontistes qui eux vont carrément jouer sur l'articulation temporomandibulaire et sur vraiment le schéma global de la face. Et puis après, nous, souvent, on arrive pour essayer de compléter ce traitement, et on va s'appuyer sur ce qui a déjà été fait en amont pour essayer de s'adapter, puisque on a la possibilité, avec la médecine esthétique, d'être assez souple dans nos capacités à traiter les patients. On peut faire pas mal de choses, et on peut s'adapter éventuellement, alors que les dentistes peuvent avoir des impératifs vraiment médicaux, anatomiques, et qui sont un petit peu moins souples en termes de traitement. Pareil, quand on intervient après des chirurgies maxillofaciales ou des traitements orthodontistes, bon, nous, on va essayer parfois de corriger ce qui reste à corriger. On est plus souple hein, que les choses qui sont imposées plus médicalement par les contraintes médicales du patient. Voilà, alors en gros pour les lèvres, c'est ce que je voulais vous donner. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des techniques d'injection des lèvres. Hein. Donc on a énormément de techniques d'injection des lèvres. On peut injecter avec des aiguilles, on peut injecter avec des canules, on peut favoriser une projection des lèvres, favoriser un appui. On peut faire énormément de choses très différentes. Je ne rentre pas dans tous ces détails, mais on peut vraiment embellir de manière très sensible un sourire par l'intervention, des fois avec peu de matériel, mais bien utilisé. Je vais vous parler maintenant plus de la région aussi péribuccale, qui forcément joue un rôle très important dans le rendu du sourire. On peut avoir évidemment toute la région péribuccale. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ce que tout le monde connaît maintenant plutôt pas mal. Hein. On a à la fois des considérations anatomiques, on va avoir des angles qu'on va apprécier nous, on va avoir aussi des sillons, des marques un peu du temps, de vieillissement, qui vont avoir une conséquence non négligeable sur la beauté du sourire aussi, puisqu'on est toujours dans la même région. On va donc pouvoir traiter des rides péribuccales. Hein. Donc là, on voit une patiente qui est très ridée, qui a beaucoup de rides. Alors, on a plein de techniques pour traiter des rides péribuccales, ce qui est très important. On va pouvoir traiter en tant que tel du relâchement, du sillon nasogénien. On va parler aussi, bien sûr, de la région des commissures avec les marionnettes lines ou les plis d'amertume, qui évidemment peut donner un air triste, et même quand on sourit, on peut avoir un sourire qui ne va pas être suffisamment communicatif, parce qu'on va avoir comme ça des stigmates de vieillissement qui peuvent altérer un petit peu la qualité du sourire. Bien entendu, au niveau de la région inférieure, on aura aussi les sillons qui se trouvent ici hein, au niveau du menton. Donc on peut, évidemment, on va, dans l'appréciation globale et l'évaluation globale du sourire, on va prendre en considération toute la région péribuccale et non pas seulement les lèvres à proprement parler. De la même manière, vous figurez très bien qu'il y a énormément de techniques de médecine qui permettent de traiter ces stigmates, que ce soit les sillons nasogéniens, les plis d'amertume. On va avoir une lecture globale du visage, on ne va pas forcément agir localement que sur la région péribuccale, on va bien sûr agir ailleurs sur le visage pour permettre de traiter aussi cette région-là.
On a des injections, bien sûr, tout le monde connaît. On a des systèmes en médecine esthétique de fil tenseur. Et on a ensuite un certain nombre d'indications qui peuvent être chirurgicales. Et c'est à travers des prises en charge vraiment personnalisées qu'on va pouvoir établir un diagnostic, une évaluation, et qu'on va pouvoir vous dire si on peut faire quelque chose pour vous et dans quelle mesure on est capable d'intervenir en fonction de chaque cas qui est très différent. Voilà, je ferai une petite parenthèse, une de plus, hein, toujours pour expliquer que bien sûr le sourire c'est avant tout une expressivité du visage et qu'on peut être très marqué et même avoir des dents qui sont pas belles et pourtant avoir un très beau sourire, hein, la beauté est en plus la résultante de notre bien-être global que forcément de lutter contre les stigmates du temps, hein. Voilà, donc là, bon, on a une petite photo, un petit exemple, hein, parmi beaucoup, où on voit ici donc une bouche, une jeune demoiselle, comme on en a pas mal, qui vient pour traiter ici sa bouche. Voilà, là on a fait un traitement très naturel, parce qu'on essaye, hein, dans la mesure du possible, de dire aussi à nos jeunes patientes qu'il faut essayer de rester naturel. Alors sur l'indication vraiment des lèvres, c'est vraiment une lutte au quotidien, parce qu'il y a une escalade thérapeutique quand même qui s'opère chez les jeunes, hein, les millénials comme on les appelle, avec la volonté toujours de vouloir ressembler à des modèles aujourd'hui de sociétés qui sont parfois dans l'exubérance au niveau du traitement des lèvres. Donc on peut faire des choses à la russe, on sait les faire, des fois c'est indiqué, des fois c'est bien, et puis on essaye de ne pas perdre pied et de conseiller même nos jeunes patientes pour faire quelque chose de joli, de glamour, sans tomber dans l'excès, parce que l'excès c'est le principal risque de la médecine esthétique, c'est de surtraiter, donc on est toujours vigilant à ça. On a par contre un grand avantage en médecine esthétique, c'est que tous les traitements qu'on pratique dans la majorité des cas, en tout cas moi, je pratique uniquement des traitements qui ont cette possibilité d'être résorbables dans le temps, donc rien n'est définitif, tout va finir par se résorber. On peut parfois même accélérer un petit peu la résorption quand on se retrouve en situation de surtraitement, chose qu'on fait des fois, même si ce n'est pas nous qui avons fait le traitement, on va s'occuper de diminuer un peu des effets qui peuvent être dangereux. Alors je ferai une petite parenthèse, hein, parce que quand même il y a une forme de réalité de terrain qui consiste aussi malheureusement à ce qu'il y ait des professionnels, des non-professionnels de santé plus exactement, qui se risquent de plus en plus à injecter les lèvres d'une certaine partie de la population et de jeunes femmes en France. C'est quelque chose qu'on sait et qu'on constate malheureusement. On a quand même beaucoup de problèmes, hein, avec ce phénomène-là. Il ne faut pas confier son visage et même ses lèvres en particulier à n'importe qui. On peut nous-mêmes être pourvoyeurs de problématiques lors de nos traitements injectables au niveau des lèvres, qu'on sait gérer parce que c'est notre métier. Mais on voit quand même pas mal de catastrophes, hein, donc ça reste dangereux, hein. Faut faire attention, il ne faut pas se faire injecter par quelqu'un d'autre que par des gens qui sont habilités à le faire. Donc voilà, c'était une petite parenthèse parce qu'on sait qu'en particulier, puisqu'on parle des lèvres, on a pas mal d'injections sauvages qui se font aujourd'hui en France. Et on a des vraies catastrophes, hein, donc il faut pas banaliser le geste et non plus banaliser les risques qui sont réels. Voilà. Alors après, évidemment, dans le sourire, je voulais faire, je vais être assez rapide, hein. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur l'entièreté de la prise en charge, qui peut être du coup assez complexe des fois, quand on peut avoir quand on va mettre les patients de profil et qu'on va parler évidemment du niveau de projection de la bouche dans l'harmonie globale du profil, hein. Donc on a, nous, un certain moyen d'évaluation, hein. Donc bon, là c'est un petit peu plus technique, on va passer un petit peu vite parce que je pense que ça va être un peu trop technique pour la majorité des gens. Mais voilà, je voulais donc vous montrer que la vision de profil c'est important, puisqu'elle donne une vision de projection de la bouche et des lèvres dans l'harmonie du profil. Et donc on a souvent ce critère
à prendre en compte, nous, alors que les patients et les patientes ont souvent plus une demande de bouche, de face, et ils ne se rendent pas forcément compte des incidences que ça peut avoir sur le profil. Donc on est amené des fois à raisonner sur le profil, sur le profil du patient, et on est parfois amené en fait à avancer parfois le menton, quand celui-ci peut être un peu trop reculé. On est parfois amené à remonter une pointe de nez, quand le nez peut chuter un petit peu et avoir une incidence sur cet angle, entre le nez et la lèvre supérieure. Donc on va évaluer ces différentes lignes anatomiques pour essayer de rendre un profil harmonieux. Et là, la lèvre et la bouche, avec les structures aux alentours, vont avoir un rôle très important à jouer. Et on va être parfois amené à corriger des zones qui peuvent être a priori loin de la bouche, enfin pas très loin, mais en tout cas distinctes de la bouche, alors qu'en fait on va jouer beaucoup sur l'harmonie du visage en traitant les structures adjacentes, ou alors parfois d'avancer une bouche, non pas pour pulper des lèvres, pour avoir la belle bouche un peu plus sexy, mais vraiment pour harmoniser le profil. Donc on est là dans une vision qui est tout à fait pertinente, et donc je voulais vous parler du profil. Alors là, c'est un peu ce qu'on a fait chez cette patiente, où on a tenté de corriger un petit peu cette ligne, et de faire avancer un petit peu ses lèvres, non pas forcément parce que la patiente voulait avoir des lèvres plus pulpeuses, mais parce qu'on voit qu'en corrigeant un petit peu les lèvres et un petit peu le menton, on va avoir une amélioration globale du profil, et on va avoir vraiment un visage qui va pouvoir s'améliorer, avec une impression de changement aussi. Bon, on avait injecté un petit peu le nez aussi chez cette patiente, donc on avait traité un petit peu tous les étages du profil, dans le but d'essayer d'harmoniser à sa demande, évidemment, globalement son visage, et en particulier son profil. Et là, si on veut parler plus de la bouche, vous voyez que le soutien, par exemple, d'une lèvre inférieure permet vraiment de changer vraiment le profil de la patiente. Voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, on a des proportions de visage, et l'espace péribuccal va vouloir rester aussi dans une harmonie en termes de proportions. Donc on fait un peu des calculs. On fait des calculs d'angle, c'est comme tout à l'heure, la ligne de Rickert, on l'a vu juste avant. Et on va comme ça essayer d'harmoniser globalement le visage, en particulier en jouant parfois sur la bouche. Voilà. Donc voilà, après les critères, qui restent des critères théoriques, mais qu'on peut reprendre un petit peu pour une belle bouche, on voit que c'est les crêtes filtrales qui sont importantes, qui sont tout à fait à relier directement avec l'arc de Cupidon, cette zone centrale qui donne une importance particulière à l'esthétique au niveau des lèvres et de la bouche. Mais les crêtes filtrales sont aussi importantes, elles vont pouvoir marquer. Bien sûr, on peut redessiner uniquement le contour, puisqu'on peut avoir une altération du contour des lèvres, sans forcément repulper ou donner du volume ou de la projection aux lèvres elles-mêmes. Donc ça aussi, en redessinant les crêtes filtrales ou le contour, on va pouvoir vraiment parfois mettre une bouche en valeur. On va ensuite parfois jouer donc sur cette partie-là, qu'on appelle le rostre, qui est la partie où on a tendance le plus fréquemment à injecter en essayant de respecter les bords latéraux. On injecte moins souvent, sauf cas particulier, parce qu'on veut garder la forme naturelle de la bouche. Et quand on joue trop sur les bords, le dernier quart ou le dernier tiers externe, on peut changer un peu trop la forme de la bouche pour la patiente. Bien sûr, on peut avoir des bouches qui ont tendance à avoir très peu d'existence latérale. Donc dans ces cas-là, on peut quand même les éverser pour leur redonner un petit peu d'existence. Évidemment, la commissure, c'est très important, on en parlait tout à l'heure, la commissure qui tombe peut donner un air triste malgré qu'on ait une bouche pulpeuse. Donc la commissure, on peut la soutenir, on peut la relever, et donc ça va être des gestes qui sont assez simples à faire et qui vont avoir énormément d'importance dans le rendu final en termes de sourire et de bouche en particulier. Alors, j'ai une question, une oui. personne qui me demande combien de temps
quand on veut se faire traiter, que ça dure combien? Enfin, Alors bon, c'est toujours les questions qui reviennent assez souvent. Le temps dépend quand même des produits et des techniques utilisées aujourd'hui. C'est vrai que la majorité des acides hyaluroniques qu'on met dans les lèvres, pour donner un exemple, parce qu'on a énormément d'autres techniques qui peuvent agir sur le sourire et sur la bouche. Mais bon, si on parle des lèvres, bon, les acides hyaluroniques ont une durée d'action qui est globalement, on va dire, de 12 mois pour donner un message un peu global. Parfois, ça tient un petit peu plus longtemps parce qu'on va utiliser des acides hyaluroniques un petit peu plus réticulés, comme on appelle, c'est-à-dire un petit peu plus denses, si on peut dire comme ça. Sur certaines bouches, on peut, sur d'autres, on va éviter. Alors, c'est un peu au cas par cas. Bon, on va dire qu'une injection d'acide hyaluronique à peu près standard dans une bouche, ça dure à peu près une douzaine de mois. et Voilà. j'ai une autre question. Est-ce que l'acide hyaluronique, c'est naturel? Alors l'acide hyaluronique qu'on injecte nous est pas un acide hyaluronique naturel, puisque pour qu'il soit naturel, ça voudrait dire vraiment qu'on le prélève dans la nature. On trouve cette molécule, l'acide hyaluronique, qui est une molécule, on la trouve bien entendu à l'état naturel dans notre corps. C'est un des facteurs qui est fabriqué par les cellules, notamment de la peau, qu'on connaît bien. Donc l'acide hyaluronique, oui, c'est trouvé à l'état naturel. Et d'ailleurs, c'est dégradé et renouvelé en permanence par le métabolisme des cellules et par une enzyme qui s'appelle la hyaluronidase, qui est une enzyme qui va dégrader l'acide hyaluronique pour en faire du nouveau. Et ce système de renouvellement d'acide hyaluronique s'estompe malheureusement dans le temps. Et arrivé à une cinquantaine d'années, on commence à avoir beaucoup moins de renouvellement cellulaire, beaucoup moins de renouvellement d'acide hyaluronique, d'où des problèmes plus marqués du vieillissement dans cette période-là. Mais l'acide hyaluronique qu'on injecte est bien entendu construit dans des usines par des grands laboratoires qui sont très connus aujourd'hui. Mais on va dire qu'on a heureusement une grande sécurité d'emploi avec cette molécule en particulier qui existe sous plusieurs formes. Alors des acides hyaluroniques très très fluides qu'on met plus en superficie, qui s'intègrent très bien dans la peau. Des acides hyaluroniques plus visqueux, qu'on va mettre plus en profondeur. Ils ont toujours cette capacité, cette molécule a cette capacité à aimer l'eau, à attirer l'eau et à la retenir. Et donc, elle va attirer beaucoup d'eau, donc elle va avoir un pouvoir hydratant très important dans le temps. Et donc, du coup, c'est un moyen de jouer sur des volumes de manière très variée. On ne va pas rentrer dans toutes les indications de l'acide hyaluronique aujourd'hui, bien sûr, mais c'est un moyen de jouer sur les volumes de la face, de donner du volume, de lutter contre des sillons et en même temps d'hyperhydrater les couches profondes de la peau. T'as le docteur Toledano qui te fait. Alors le docteur Toledano, voilà. Alors je trouve que voilà, c'est très bien donc que le docteur Toledano soit connecté. D'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand cancérologue et un très bon ami qui est un fer de lance de la médecine globale et de la médecine intégrative en France en particulier. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec lui pendant quelques années. Ce qui n'a pas été sans conséquence sur la vocation même du centre MIA. Et donc le docteur Toledano va bientôt ouvrir une chaire de médecine globale et de santé globale. Il va inaugurer ça la semaine prochaine au Conservatoire national des arts et métiers. Et donc voilà, le docteur Toledano pourrait dire que le sourire, c'est vraiment le propre de l'homme. Je ne vais pas parler à sa place parce que c'est un très bon orateur aussi. Donc voilà. Mais c'est une très bonne transition puisqu'en fait, bon voilà, le principal message, c'est qu'on peut bien entendu avoir des actions diverses et variées sur le sourire pour permettre aux gens de leur redonner confiance. Et peut-être de les aider à plus facilement sourire. Et c'est ça le message qu'on voulait faire passer essentiellement, c'est que le plus important, c'est d'avoir des patients qui ont confiance en eux. Souvent, ils viennent parce que voilà, ils ont besoin dans leur parcours de vie et leur parcours de santé qu'on les aide un tout petit peu. Quelqu'un qui vient parce qu'il n'aime pas son sourire, ça peut souvent nous faire
penser qu'il y a probablement pas mal de problématiques derrière cette demande, des problématiques de santé globale, hein, des problématiques psychologiques, des problématiques parfois nutritionnelles, un parcours de vie qui a pu être un peu compliqué. Et donc voilà, dans cette perspective aussi, on va parler de nutrition, on va parler de microbiote, on va parler donc, de micronutrition avec Claire Rassia qui est là aujourd'hui avec nous, qui va me rejoindre et qui va vous parler de la cavité buccale, de micronutrition et comment la micronutrition est reliée un peu à la cavité buccale, évidemment, hein, puisqu'on mange avec notre bouche en tout premier lieu. Donc l'importance. moi je dirais une chose hein, quand même, avant de te laisser la parole, Claire, c'est sur l'importance de la mastication. Voilà, puisque on parlait de la bouche, on parlait des dentistes. Moi, je vais juste dire un mot sur l'importance de la mastication. D'abord, ça muscle, et puis ça fait du bien donc de se muscler un petit peu, parce que c'est important dans le sourire. Et puis ça permet de pouvoir bien digérer. Alors, les dentistes, ils en parlent tout le temps, de bien mastiquer. Donc, il faut avoir des bonnes dents, voilà. Voilà, alors, important. Hein, et puis, Claire, tu voulais nous parler de... Alors moi j'avais 2 ou 3 petites choses à ajouter sur ce qu'on peut faire avec la micronutrition dans la prise en charge de la santé bucco-dentaire. D'abord, Carla l'a dit tout à l'heure, évidemment les produits sucrés et tout, ça fait pas du bien, je vous apprends rien, c'est pas terrible pour les caries. Donc c'est pas le tout de le dire, mais changer ses habitudes c'est pas évident. C'est là où voilà, un petit coup de pouce en coaching peut faire une vraie différence. Et en fait, mon rôle à moi, ce sera pas tant de vous faire la morale en disant, voilà, c'est pas bien de manger du sucre et tu vois les chips et tati et tata, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qui nous amène vers des aliments plaisir. Et souvent, simplement, c'est parce qu'on est fatigué. Donc voilà, parfois 2 ou 3 séances de coaching avec un peu de complément alimentaire à la clé qui rebooste et qui redonne de l'énergie, ça permet aussi très naturellement de se détourner progressivement de l'alimentation plaisir. Et parfois ça permet vraiment d'améliorer les choses de façon très simple et très rapide. Voilà. Donc ça c'était un premier point. Le second point c'est que en fait les produits sucrés donc ils vont avoir un impact évidemment sur les caries, mais ils vont avoir un impact aussi sur le microbiote de la bouche. Alors le microbiote on en parle beaucoup au niveau de l'intestin. C'est encore un espace de recherche aujourd'hui dans la médecine qui est très très grand. Mais il se trouve qu'on a aussi un microbiote dans la bouche. Donc ça va aussi jouer. Et donc, plus on va vers une alimentation saine et équilibrée, riche en végétaux, et plus on favorise la présence de bonnes bactéries à la fois dans notre bouche et dans notre intestin. Un petit mot sur le bruxisme que Carla évoquait aussi tout à l'heure. Dans les problématiques de bruxisme associées au stress et aux insomnies, on a aussi des leviers en micronutrition qui sont puissants parce que parfois un déficit ou une carence en magnésium, en oméga 3, en fer et en folate, ça a un impact très très important sur toute la sphère psychique. Et donc il arrive comme ça qu'on puisse, avec ce levier-là de complémentation ajusté, avoir un impact fort et très efficace sur le bruxisme et donc améliorer le sommeil et évidemment la santé globale. Un tout petit mot sur la gingivite aussi, qui est en micronutrition, vraiment une des pathologies qu'on peut soutenir. D'accord. Là encore, c'est des déficits bien précis qu'on peut doser avec des prises de sang. Mais sur cette question précise de la gingivite, on dose la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, les oméga 3, les folates à nouveau. Et donc là-dessus, il y a un levier d'action. Que dire d'autre? Enfin, on en parlait donc avec Sandrine en préparant cette matinée sur la question de l'halitose. Alors l'halitose, c'est la mauvaise haleine qui peut être très très gênante et très très handicapante au quotidien. Il y a aussi la micronutrition peut aussi être vraiment quelque chose qu'on a envie de creuser parce que cette halitose, elle va être influencée par le microbiote. Donc surtout si on est sujet à des inconforts digestifs de toutes sortes, là on va assez rapidement faire le lien entre le microbiote intestinal, le microbiote buccal, et en travaillant sur la sphère intestinale, améliorer la mauvaise haleine. Est-ce que tu as des conseils justement pour les gens qui sont sujets à la mauvaise haleine,
peut-être des choses à éviter, enfin je sais pas, des aliments, des habitudes. Alors c'est difficile de répondre aussi directement à ta question. Je dirais que ça dépend beaucoup en fait de tout ce qui peut se passer par ailleurs sur la sphère intestinale. Que ce sera toujours bien de manger plus de légumes, mais j'ai bien conscience qu'en disant ça, ceux qui nous regardent n'ont pas vraiment l'impression d'avoir réglé leurs problèmes. Non. Donc c'est plus difficile de te répondre à la question telle que tu me la poses. Je dirais que ça s'étudie plus en consultation. D'accord. Mais par contre, c'est des prises en charge qu'on peut aussi envisager avec la micronutrition et qui vont se résoudre. En tout cas, ça fait partie des pistes qui sont à explorer, ouais, clairement. D'accord, ok. Donc ça peut être une solution pour quelqu'un qui a des soucis de mauvaise haleine et qui est gêné par ça, en fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Ça me permet juste, ça doit venir en complément, je suppose, d'une étude bactérienne médicale, je pense à Pilera, etc., les remontées gastriques. Et je pense que c'est obligatoirement associé à ce genre d'identification d'abord, éventuellement, parce que ça peut être une des sources du problème. Et vous venez en complément évidemment de tout ça, parce que si on traite la bactérie, il faut aussi traiter l'haleine après, et c'est là où vous êtes complètement complémentaires. Mais je pense qu'il est évident qu'il faut un dépistage bactérien quand il y a vraiment une hyperacidité reconnue, une pathologie, et dont la personne ignore même des fois sa contamination. Il faut l'identifier, ça. Oui, tout à fait. Je me permets, je ne suis pas médecin, mais j'apporte mon avis. Je l'ai vécu, en fait, c'est pour ça que je vous le dis. Eh ben, merci. C'est pas intéressant. Oui, merci. Voilà pour moi. Merci Claire. Écoute, c'est une petite parenthèse sur l'Helicobacter pylori, hein, c'est cette bactérie dont vous parliez. Voilà, effectivement, on fait de la médecine, hein, donc on connaît ça très bien. Voilà, on voulait vous faire... voilà. Donc, on voulait finir, pour vous dire que le rire et que le sourire, c'est aussi et avant tout le rire. Donc, je peux mimer ce que tu dis ou pas, oui, bien sûr, vas-y. Alors, vas-y, parle-nous. Donc, je voulais donc ne pas oublier, surtout ne pas oublier. Non, c'est nul, je suis nulle pour ça, vas-y. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont là pour nous faire rire, et que ces gens-là sont des soignants. Donc, il ne faut pas l'oublier. Vous soignez, le rire est une thérapie en tant que telle, tout le monde le sait, mais c'est ce qu'on voulait évidemment rappeler aujourd'hui. Donc on a des gens qui nous font rire, et donc qui nous font du bien, qui nous guérissent, hein, on a des gens qui nous font rêver aussi, qui nous guérissent. Donc ne pas oublier, et ça sera, pour conclure, le plus important, c'est de soigner le corps et l'esprit. Ici, on est très attaché à ça. Et là, on a des gens qui nous font rire, donc qui nous guérissent. À chaque fois qu'on peut se déplacer, à chaque fois qu'on peut aller quelque part, on va rire, ça va nous permettre de sécréter des très très bons neurotransmetteurs, des très bonnes hormones qui vont avoir un rôle sur le sommeil, qui vont avoir un rôle sur la capacité de concentration, qui vont avoir un rôle pour nous guérir. Hein. Putain, je fais tout ça. Ouais, tout ça. Tout ça. Je vais dire ça la prochaine fois sur scène. Alors, n'oubliez pas, riez, comme ça vous dormirez bien après. Ouais. Ça, mais tu peux même prendre la carte vitale. Non, mais c'est génial. Oui, on peut m'applaudir à 20h aussi ou pas? Du coup, non, mais oui, on est des soignants. Mais c'est vrai qu'avant que vous m'invitiez à venir ici, je me disais, mais qu'est-ce qu'une stand-upeuse? Mais effectivement, on fait du bien au moral et du coup aussi, je pense effectivement à tout le corps. Il y a des personnes des fois justement qui, quand ils rigolent, bon alors là ils avaient le masque, qu'ils étaient un peu genre ça va, on peut sourire et ça va pas se voir. Mais là dans les salles de spectacle, les gens enlèvent le masque, on arrive à les faire rigoler. Et c'est très agréable de voir les dents des gens. Nous, on est très contents en tant que stand-upper. Mais parce qu'avec le masque, on voyait que leurs yeux, donc on voyait qu'on les faisait rire. Mais maintenant qu'on les a pu, on voit les gens. Et voilà, et pour nous, en tout cas, professionnellement, c'est très agréable. Et effectivement, ça fait comme dans la pub il y a quelques années, quand vous n'osez pas sourire, vos dents sont cachées par la pub. Voilà. Là, les gens font pas ça, ils se marrent. Et c'est vrai que c'est très agréable. Donc effectivement... Et toi, est-ce que ça te fait du bien de faire rire les autres? Évidemment. Je suis payée pour faire du bien aux gens, c'est quand même génial. Enfin, vous aussi, du coup, vous faites du bien aux gens. Mais moi, c'est plus rapide, quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'années d'études. Enfin, moi, je suis plus une arnaque. Mais
Mais c'est génial, non, non, c'est génial, les gens viennent. Et... En fait, l'idéal, les gens viennent chez vous, viennent au Centre Mia, et après ils viennent sur scène, ils viennent nous voir, et ils sont là, et ils sont resplendissants. Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Tu me repères tous ceux qui ont des sourires. Bon, ah ouais, et je te les sont envoie. Motivés, mais bon, voilà. Donnez-moi les cartes, donnez-moi les cartes, je vais aller les voir et je vais leur donner. Donc voilà, donc évidemment on fait le même métier et on n'est pas tout seul. Hein. Tous les acteurs de santé et pas mal qui s'ignorent. On fait tous le même métier. On essaie de redonner de la confiance et donc forcément de redonner le sourire aux gens. Hein. C'est quand même une marque de réussite dans toutes nos prises en charge, quelles qu'elles soient. Pour nous, peut-être que une des définitions de la guérison, c'est de voir des patients qui sourient. C'est peut-être ça la vraie définition hein, en médecine ou même au-delà. De voir les gens sourire, c'est forcément un aboutissement en soi. Et on peut les voir sourire quand ils sont soulagés d'une douleur. Donc voilà, on peut les voir sourire aussi quand ils ont connu un certain parcours de soins, parfois un peu difficile. C'est un très bon élément, un très bon critère. Voilà, évidemment, je voulais pas dire un mot aussi de Lucienne Sultan qui est hypnopraticienne mais qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'elle était occupée à constituer un jury toujours dans le domaine de la santé et du bien-être. On est nombreux à se lever même le dimanche matin pour essayer de communiquer sur la santé globale. Donc Lucienne ne pouvait pas être là. Tu veux que je fasse Lucienne ou pas? Tu peux, ouais. Alors elle est hypnopraticienne. Donc, oui, alors je vais y aller. Donc voilà, non. Mais Lucienne nous a fait un petit film. On va essayer, parce qu'elle avait préparé un petit truc, mais on a un petit problème entre le son et la lumière. Mais le son et les images, pardon. On va essayer de passer le truc de Lucienne, là, si vous restez un peu connectés avec nous, chers amis. Mais on ne sait pas si on va réussir à synchroniser le son, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de ces considérations beaucoup trop technologiques pour nous. Faut quand même le dire. Voilà. Voilà, on va essayer maintenant. Si vous voulez rester connecté, c'est avec plaisir. Myriam, merci beaucoup. Hein, merci à vous. Merci hein. quand même, bien sûr. Mais merci pour le bras. Myriam, tu as une actu ou pas en ce moment? Oui, alors oui, chez moi. Je joue tous les soirs au Panama Café, c'est à République. D'accord. Et voilà, on peut me suivre sur les réseaux. Voilà, je fais pas mal de premières parties, voilà. Merci, gens Myriam. connus. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous de l'invitation. Et bravo pour votre travail. Merci à toi. Alors, est-ce qu'on